Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le Sommet Digital 2022 consacré à l'expérience client. Je m'appelle Charlotte Camp et je serai votre modératrice toute la journée pour en discuter avec des sociétés parmi les plus innovantes dans ce domaine. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques explications et quelques consignes. Ce sommet digital est organisé par Payplug et Sendinblue et il se compose de 4 tables rondes où nous retracerons les différentes étapes du parcours d'achat. Nous avons la chance d'accueillir toute la journée 16 experts de l'expérience client au point de vue parfois similaires, mais aussi parfois différents. Après notre discussion, nous prendrons 15 minutes à la fin de notre première conférence pour répondre à toutes vos questions. Merci de les poser dans l'onglet prévu à cet effet, l'onglet questions bien entendu. Et je vous invite aussi d'ailleurs tous les participants en ligne à vous présenter un petit peu en utilisant peut-être donc ces onglets et parler de votre poste, de votre rôle, de votre secteur ou encore de votre entreprise afin bien sûr d'établir des connexions. Alors avant de passer la main à nos experts et de vous les présenter, un peu de contexte. 77% des consommateurs français attachent autant d'importance à l'expérience qu'au produit lui-même. Alors offrir un parcours client unique et mémorable est devenu essentiel afin de faire face à la concurrence et de rivaliser bien sûr avec les géants du secteur. Ces derniers d'ailleurs font monter les attentes des consommateurs à tous les niveaux. Alors quelles sont les tendances actuelles et à venir du marché et comment s'adapter selon les moyens et surtout ses moyens. Alors bienvenue dans notre première table ronde de la journée qui est consacrée à l'acquisition et le fait de convertir des clients dans un environnement concurrentiel. Et bonjour à mes experts qui sont avec nous aujourd'hui. On commence par Céline Lopez qui est Team Lead Customer Success chez SendCloud. SendCloud qui a pour mission d'accompagner les e-commerçants dans leur croissance. C'est une plateforme d'expédition tout en un dédiée aux e-commerçants ayant pour objectif de développer leurs activités en ligne et son but est de les conseiller sur leur choix de livraison et leur stratégie de vente afin de les aider à se développer à l'international. Donc Céline, bonjour. Bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Ravi de vous avoir parmi nous. On passe à Laurie Guibert qui a commencé sa carrière à Sydney au sein d'une agence en marketing digital. Et c'est en 2019 que Laurie est revenue en France pour participer au développement de la jeune agence Spark au poste de Head of Performance. Fondée en 2019, Spark est une agence de marketing digital en forte croissance qui accompagne plus d'une centaine de clients dans l'acquisition du trafic de qualité. Bonjour Laurie. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour à vous. On passe à Pierre Youenou. Pierre qui est un véritable expert en acquisition et conversion qui a suivi pendant plus de 5 ans les stratégies digitales et la croissance de nombreux marchands chez Stripe. Et aujourd'hui, Pierre, vous êtes Chief Revenue Officer du leader européen du Revenue Based Financing, Silver. Ce système d'exploitation permet aux entreprises du numérique, en SaaS, e-commerce, d'accéder en moins de 24 heures à une partie de leur chiffre d'affaires futur. Il finance vos stocks et votre acquisition en ligne en 24 heures seulement. Bonjour Pierre. Bonjour à tous et ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. De même, merci à vous. Alors, encore un peu de contexte par rapport à notre première conférence du jour. On sait que l'acquisition client à bas coût, c'est fini. Le nombre grandissant d'annonceurs sur les canaux payés, en paid, ont fait grimper les prix et les PME doivent aujourd'hui bien sûr trouver de nouveaux leviers de croissance. Alors heureusement que le champ des possibles s'élargit, les canaux se multiplient et de nouvelles tendances se dessinent, comme l'essor du marketing d'influence par exemple, mais que privilégier en fonction de son secteur, comment investir dans l'acquisition client sans faire l'impasse sur la conversion. Alors voilà pourquoi on rejoint aujourd'hui Laurie, Céline et Pierre pour ouvrir ce sommet digital en revenant sur les fondamentaux, les bases bien sûr d'une bonne stratégie d'acquisition et de conversion, que ce soit en termes de risque, de budget, mais également de canaux à privilégier. Voilà une fort longue introduction quand même pour placer un peu le contexte. Alors on passe à notre première question. Dans un environnement très concurrentiel et dynamique, se différencier par son produit, je le disais, n'est plus suffisant. Comment faire la différence en ligne ? Quelle stratégie faut-il favoriser en termes de stratégie de contenu sur le site, blog, SEO, réseaux sociaux, ads, referrals? Qu'est-ce qu'il faut prioriser et quels sont les nouveaux leviers?
En fait, pour commencer à répondre à cette question, moi, je voulais, revenir peut-être sur un élément basique, mais qui est vraiment important à ne pas négliger. C'est, la qualité tout simplement d'avoir un bon si enfin, le fait d'avoir un bon site internet et d'avoir une base solide pour pouvoir se lancer dans l'acquisition, en ligne. Je vous remets en garde là-dessus parce que ça peut être une erreur typique faite par des annonceurs, par exemple, qui ont l'habitude d'évoluer en offline et qui se disent: «Bon, bah, pour vendre en ligne, il suffit de faire un site», ou par des annonceurs qui sont tellement focalisés sur leur produit et qui le trouvent tellement super, que voilà, le fait de mettre en place un site qui soit performant derrière, pardon, pour le mettre en avant, bah, passe un peu au second plan. Donc voilà, je vous invite fortement déjà en première étape à ne pas oublier et à pas négliger cet aspect, voilà, bah, emballage pour le produit, et d'avoir un site performant. Je pense que c'est, la première étape pour pouvoir se lancer sereinement et puis, commencer à aller, titiller un petit peu ses concurrents. Et puis pour compléter, du coup, une fois qu'on a une base, solide, je pense que et là, je vais commencer à rentrer un petit peu tout de suite sur mon terrain de jeu qui est l'acquisition, digitale, mais les 1 pas, je pense, d'un point de vue stratégie pour se lancer, ça doit être, d'abord sur, tout ce qui va être intentionniste. Déjà essayer de s'adresser à toutes les personnes qui cherchent notre produit, qui sont déjà, bah, voilà, dans une phase de recherche et donc tous les canaux, qui vont s'adresser à ces personnes-là, ça va plutôt être typiquement le search, le shopping, pour commencer à donner un peu des mots-clés. Et puis une fois que cette stratégie-là, pour s'adresser aux personnes intentionnistes, elle est bien en place, alors on peut s'ouvrir à d'autres choses, plus, de stratégies comme on dit push ou d'awareness et cetera. Donc voilà comment je positionnerais un peu les 1ères étapes, pour se lancer et puis pour commencer à se différencier dans ce contexte-là. Mmh. Et je vais continuer sur ce que tu dis, Laurie. Je vais passer à l'étape, de fin. Je pense que c'est super important, en effet, d'avoir un site qui roule, qui est sympa et on sait où trouver les produits, qu'on ait une bonne qualité. Mais c'est vrai qu'afin d'offrir une expérience client, superbe, il faut aussi penser au post-achat. On est tous super impatients, dès qu'on passe une commande. Je pense qu'on a tous cette petite anxiété, «Où est mon colis? Quand est-ce qu'il va arriver?» Et ce qui est super important, c'est d'avoir un bon suivi de colis. On a fait des études et on voit en fait qu'on a 72% de consommateurs qui s'attendent à être notifiés par email et la moitié d'entre eux disent même si je ne sais pas où est mon colis, si j'ai pas de suivi de colis, je ne recommanderais pas sur ce site. Donc c'est vraiment un nouveau levier, surtout au cours des 2 dernières années, qui se dessine et qui est super important. Et ce que je conseille en général à mes clients, c'est d'y ajouter une touche personnelle. L'email de suivi peut être un mail assez ennuyeux, très gris, et juste en faisant un petit rappel de couleur à sa marque ou en ajoutant un petit logo, c'est des choses qui peuvent être faites très simplement. Ça va rassurer le client en se disant: «OK, j'ai fait un bon choix, je suis sur un bon site, une bonne marque qui s'adapte à mes besoins». Et qui va ensuite, compléter en fait toute cette expérience, d'achat jusqu'à avoir son colis en main. Alors, je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit et je vais revenir encore plus, en amont. J'adore faire des analogies, qui parfois sont presque des tautologies, mais je veux vraiment rappeler qu'avant tout, hein, quand vous partez sur un business online, vous avez un avantage, complètement démesuré par rapport à tout le monde. Puisque faut vraiment, se rappeler, le fait qu'un site internet, c'est avant tout, avoir la possibilité de distribuer comme si vous aviez une boutique sur les Champs-Élysées. En termes de trafic, vous n'avez aucune limite. Vous êtes sur la plus belle avenue du monde, c'est Internet. Et vraiment, je pense qu'on ne le rappelle pas assez. Et donc, pour revenir à ce que disait Laurie, effectivement, un commerçant qui a une boutique sur les Champs-Élysées, il lave sa vitrine tous les jours. Un commerçant qui a un site Internet doit tous les jours prendre garde effectivement, à quoi ressemble le site. Est-ce que j'ai pas des pop-up qui partent dans tous les sens et qui font quelque part flipper ou rendent énervant la navigation. De la même manière, finalement, faire du marketing d'influence, c'est commencer à acheter une bannière au stade de foot local pour présenter mes produits, et ainsi de suite. Et donc, systématiquement, là, de la même manière, le gros avantage que vous avez, c'est là où la bannière physique que vous achetiez sur le rebord du terrain rendait très complexe le tracking. Vous avez la chance également d'évoluer dans un environnement où vous pouvez contrôler, A/B tester, mesurer l'intégralité de ce que vous faites. Et là, je veux revenir à l'importance de vraiment penser data systématiquement. C'est là que vous pouvez vous différencier, c'est là que vous êtes capable d'obtenir des ROI pour l'ensemble des actions que vous réalisez,
et donc, par la suite, de réaliser des arbitrages entre les différentes sources. Et en fait, de plus en plus, lorsqu'on parle d'acquisition digitale, pour les entreprises et les sociétés qui évoluent online, ça va être un métier d'arbitrage. En permanence, vous allez réaliser un arbitrage entre les différents canaux d'acquisition qui sont à votre disposition, les différentes méthodes de relance que vous avez à disposition de votre base client. Est-ce que votre base client est plus sensible, comme le disait Céline, à finalement une qualité de livraison? C'est clairement l'exemple Amazon qui nous l'a démontré, que c'est un excellent levier de différenciation. Est-ce que votre base client est beaucoup plus sensible à une promotion à travers une newsletter, et ainsi de suite. L'important, c'est que vous mesuriez tous ces canaux d'acquisition différents de manière correcte, de manière à vous être capable d'arbitrer entre ces différentes sources à votre disposition. Merci Pierre, belle entrée en matière. Avant de passer à la deuxième question, je voulais quand même saluer tous nos participants qui ont joué le jeu, qui se présentent et évoquent tous leurs différents secteurs d'activité et rôles. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Comme on vous disait, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Alors, on passe à la suivante. C'est peut-être comment se fixer un ROAS cible, un coût d'acquisition cible et quelles autres metrics en fait adopter finalement. Yes, du coup là-dessus, je pense que Pierre nous a fait une très bonne transition sur la question d'avant. En effet, le propre de ce qui se passe online, c'est que tout peut être mesuré. Après voilà, je pense que ce que cette question elle va apporter, enfin elle amène comme réflexion, c'est à quel moment on se pose les questions par rapport aux objectifs qu'on se fixe, et puis comment on réfléchit, comment on se les fixe. Et là-dessus, un peu comme dans la première question, je reviens vraiment sur des fondamentaux, mais quand on va se lancer dans l'acquisition en ligne et dans un e-business de manière générale, l'important, ça va être de bien faire ce travail-là a priori, bien connaître ses produits, bien connaître ses marges, et puis se faire les petits calculs qui vont permettre de se dire je peux aller jusque-là. Voilà, c'est comme une famille, c'est comme un ménage, on sait combien on gagne, donc on sait combien on peut dépenser. Et il faut vraiment être dans cette logique, je pense, très très pragmatique quand on est un annonceur également, et pas se dire je me lance à tout prix et puis je vois ce qui se passe dans un deuxième temps, parce que souvent on a des surprises, parce que souvent on doit réajuster. Comme le dit Pierre, on a toujours des arbitrages à faire, etc. Et il faut être pour être en mesure en fait de faire ces arbitrages, il faut être clair sur le critère qui va dire ça me va, ça ne me va pas. Donc voilà, la première étape, encore une fois, c'est de bien se connaître et puis de bien avoir une idée réelle de ses marges et de ce qu'on peut, de là où est-ce qu'on peut aller en termes de coût d'acquisition. La deuxième étape, et là encore, je rebondis un peu sur ce que disait Pierre tout à l'heure, il y a un aspect mesure qui est très important sur toute la partie digitale. Voilà, on a des moyens de tracking assez précis à notre disposition, que ce soit au niveau du site, aussi au niveau des plateformes, si on travaille avec des régies publicitaires par exemple. On a aussi évidemment des moyens de suivi en offline sur toute la partie CRM. Et l'important, c'est de bien paramétrer chacun de ces outils de suivi de la performance, et puis surtout de leur faire, de les faire se parler entre eux pour que on puisse facilement avoir une vision d'ensemble, parce que le risque justement avec tous ces outils de tracking, c'est de se dire j'ai une foule de chiffres et j'ai du mal à l'interpréter. Donc attention à bien avoir une plateforme peut-être qui soit juge de paix par exemple, qui soit notre base principale pour mesurer la performance, et ensuite on vient rajouter peut-être des informations de sources un petit peu plus diverses, mais c'est important de pouvoir être capable quand on essaye de se fixer ces objectifs, d'avoir cette big picture qui soit fiable. Et puis pour terminer sur cette question, moi si je devais donner peut-être un conseil à des annonceurs qui se demandent comment fixer ces indicateurs cibles. Donc on parlait de ROAS cible, il y a aussi coût d'acquisition cible. Comment le faire par levier, comment le faire par type de produit, etc. Je pense qu'il faut prendre les choses vraiment dans l'ordre et commencer à un niveau qui soit très macro, très large pour débuter, en se disant dans l'ensemble, moi, mon objectif, par exemple, au niveau du site, c'est de me dire que je génère, par exemple, 5 fois plus de revenus que ce que je dépense, toutes dépenses confondues. Comme ça, on a
un objectif clair de rentabilité au niveau du site et on peut se dire rapidement, je suis rentable ou je suis pas rentable. Et ensuite, voilà, cette target globale, on va pouvoir la réinterpréter à différents niveaux, sur différents canaux. Et je pense que c'est cette manière-là qui est peut-être la plus saine pour se fixer des objectifs, plutôt que tout de suite se lancer sur telle campagne, telle plateforme, qu'est-ce que je fais, combien je vise. Voilà. Merci Laurie. Céline et Pierre, vous souhaitez rebondir sur les propos de Laurie? Alors, moi, je ne suis, enfin, vraiment, je m'inscris dans ce que disait Laurie, et quelque part, cette logique de ROAS qui a été prêchée pendant longtemps, je pense quelque part qu'il faut un peu la dépasser, encore une fois, avec cette logique d'arbitrage entre les différents canaux qui sont à votre disposition. Effectivement, une DNVB pure qui va seulement être focalisée sur quelques plateformes, donc typiquement le triptyque Facebook, Google, TikTok peut-être plus aujourd'hui, et reste sur cette notion de ROAS, puisque les cibles vont un peu varier entre les différentes plateformes, mais on va être à peu près sur les mêmes logiques, on va atteindre à peu près les mêmes paniers moyens en sortie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, puisqu'on évolue de plus en plus de DNVB vers des ONVB, donc qui vont être sur de l'omnicanalité, on va vraiment aller chercher des canaux de plus en plus larges, et il est évident qu'on ne va pas attendre les mêmes paniers moyens, ou alors en tous les cas, le résultat ne va pas être le même panier moyen en fonction des différents canaux de distribution que l'on va aller chercher. Le wholesale va être très très différent de la marketplace, va être très différent évidemment de la vente directe. Et donc, plutôt que de réfléchir ROAS, puisque sur toutes ces plateformes aujourd'hui et tous ces canaux de distribution, il va y avoir des questions effectivement d'investissement en ads. On voit le business ads d'Amazon qui est celui qui croît le plus rapidement, pour rappel. Eh bien, concrètement, il va beaucoup plus falloir, et d'où encore une fois l'importance du tracking dans vos activités, mesurer la lifetime value, donc le chiffre d'affaires que vous allez générer d'une action, par rapport à l'investissement qui a été fait. Donc de plus en plus, finalement, je vous invite vraiment à vous inscrire dans une logique de calcul de LTV sur ROAS, donc chiffre d'affaires généré sur le spend que j'ai effectué, plutôt que de mesurer simplement une logique de spend. Si finalement, via un canal, j'acquiers des clients qui me génèrent un panier moyen 2-3 fois plus important, je peux peut-être largement, en réalité, investir 4 fois plus en acquisition, puisqu'à fortiori, une partie de mes coûts fixes ont largement été absorbés. Ma rentabilité est bien plus importante sur canal d'acquisition. Donc finalement, je ne dois plus m'intéresser à un ROAS, mais plutôt à un ratio de chiffre d'affaires par rapport au ROAS. Et ça, c'est vraiment plus une thématique très, très importante à prendre en compte, en vue, encore une fois, de ce mouvement vers l'omnicanalité, plutôt que vers la distribution en direct. Voilà, je réinsiste sur cette importance de penser canaux, et donc du coup de prendre en compte les spécificités de chaque canal, et vraiment le chiffre d'affaires est là un élément qui change énormément d'un canal à l'autre. Oui, tout à fait. Désolée, du Merci. coup, je rebondis encore, mais vraiment d'accord avec Pierre là-dessus. Je pense que l'un des écueils dans lequel il faut éviter de tomber sur le online, c'est le tout de suite. En se disant que comme on peut mesurer les choses, forcément, si j'investis 100 € maintenant, je dois en générer 200 € tout de suite. Enfin, je dois générer à partir de ça, 200 € de revenus immédiats. En fait, c'est un petit peu un peu plus complexe que ça, et il faut être il faut parvenir à s'inscrire dans une logique un petit peu plus moyen terme, comme le disait Pierre. Et je pense que c'était très, très important de parler de la notion de LTV, lifetime value, à ce moment-là de la conf, parce qu'en effet, ça doit être une question que se posent tous les annonceurs qui cherchent à calculer justement ce rendement, ce ROAS. Merci Laurie. Alors, nous avons une question d'ordre pratique. Pourrez-vous avoir accès à cette table ronde via un lien futur? Mais oui, bien sûr, on vous enverra tous les détails. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions. On en a une là sur les outils de mesure de la performance. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On va continuer le déroulé de notre table ronde. Alors, une troisième question pour vous. La stratégie d'acquisition pousse les marques à investir énormément, parfois même avant d'être rentables. Alors, dans un contexte où les coûts d'acquisition ne font qu'augmenter, quels risques doivent prendre les marques et comment peuvent-elles ou doivent-elles financer cet investissement? Une très bonne question. Et qui va y répondre? Je pense que Pierre est Pierre tout me indiqué semble bien pour la placé. partie Je suis très heureux financement, en effectivement effet. de le prendre, mais je veux vous laisser l'honneur à chaque fois. Donc évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte plutôt effectivement de
ralentissement de l'accès au financement. Je pense que tout le monde a un peu suivi les nouvelles. Alors ça a principalement touché les États-Unis dans un premier temps, mais c'est clairement en train de se contaminer à l'Europe. On a très très hâte de voir les chiffres des levées de fonds, notamment, qui sont un excellent indicateur hein, de la facilité d'accès à l'argent, entre guillemets, alors même si ça concerne le top 1-10% des sociétés, ça reste quand même un très bon indicateur par ailleurs du marché en général. Et effectivement, en plus, on est en sortie de crise sanitaire. Les PGE sont quelque peu finis. D'ailleurs, on commence à voir les premières difficultés de remboursement de ces PGE. Donc, il y a un environnement de l'accès au financement qui est effectivement plus complexe. Il est assez clair que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question de comment elles vont pouvoir continuer à financer cette croissance. Et nous, on est très heureux, effectivement, chez Silver, hein, de venir proposer un nouveau modèle qui va se baser sur le revenu, le chiffre d'affaires futur qui va être généré, et vous permettre de vous avancer une partie de ce chiffre d'affaires futur dès aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est pas forcément une méthode de financement qui est là pour répondre à 100% hein, de vos besoins. On est tout à fait, d'ailleurs, preneur et on prône en réalité le fait de vous inviter à vraiment diversifier au maximum vos sources de financement. Et finalement, du coup, au-delà de prêcher ma paroisse, hein, je pense que c'est la chose qu'il faut retenir, c'est vraiment de venir maximiser le nombre de sources de financement auxquelles vous avez accès. Quelque part, même si ça n'est que de petits montants, de petits commitments que vous pouvez obtenir de la part de vos interlocuteurs financiers, de votre banquier, peut-être de BA que vous connaissez, de prise de participation d'autres confrères, tout est à prendre actuellement, étant donné le contexte dans lequel nous nous trouvons, probablement pour quelques mois minimum, et potentiellement en année. Hein. Personne ne sait dire aujourd'hui dans quel environnement de crédit nous sommes rentrés et pour quelle durée. Mais l'importance est vraiment celle de venir diversifier vos sources. Silver étant un des leviers, évidemment, qu'on sera très heureux d'étudier pour votre financement, mais avant tout de diversifier de manière à sécuriser quelque part votre accès au crédit. Vraiment, ne venez pas vous lier quelque part avec un financeur particulier, puisque le jour où la situation va changer pour ce financeur et l'engagement qu'il va être capable de prendre ou l'exposition qu'il a déjà prise chez vous ne va plus lui permettre de vous suivre, c'est là qu'on va constater vraiment des problématiques très fortes pour les entreprises dans la durée. Et donc, mon message est celui de la diversification. Ouais. Très, très important, surtout quand on est dans une phase de crise. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Céline et Laurie. Non, je pense que c'est clair et que c'est peut-être toi encore une fois, les plus proches de ces questions de financement, mais j'ajoute juste peut-être un point de contexte, là encore, assez proche de ce que tu évoquais par rapport à, voilà un contexte économique, d'accès au financement qui est plus compliqué et je voulais apporter peut-être, un élément d'expérience par rapport à ce que nous, on constate déjà maintenant en agence. On sent que, la logique d'acquisition, coûte que coûte, avec des CAC qui étaient, délirants, tout simple en gros, on se permettait, de dépenser énormément tant que la croissance était au rendez-vous, peu importe combien nous coûtait chaque nouveau client. Voilà, cette logique qu'on a pu connaître, dans des périodes plus fastes, elle s'essouffle beaucoup, et les annonceurs reviennent à, des approches, un petit peu plus peut-être prudentes, et procèdent peut-être plus maintenant par étapes pour scaler, que, on a pu voir précédemment dès qu'il y avait des levées, voilà, on lâchait les chevaux. Maintenant, on observe vraiment des dynamiques plus prudentes. Oui, ça nous paraît important effectivement, alors que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'Europe vient bien entendu suivre très prochainement. Donc, on a vécu finalement l'âge d'or de tout ça ces dernières années. À voir. Une autre question pour vous, qui est très pertinente, hein, puisqu'on a déjà quelques observations, commentaires sur ce qu'est un bon taux de conversion et comment faire justement pour l'augmenter. Alors, on dit qu'un bon taux de conversion est supérieur à 3%, mais comment le découper afin de challenger chaque étape de son tunnel de vente pour reformuler comment mesurer au mieux les comportements d'achat et de navigation afin d'optimiser sa conversion. Quelques tuyaux et conseils là-dessus de la part de nos participants? Je vais illustrer ma réponse avec un exemple. Je pense que c'est plus parlant aussi pour nous tous. J'ai une cliente qui a commencé à offrir la livraison en ligne sur son checkout.
Ça paraît très, très simple. En soi, je pense qu'on n'aurait même pas remarqué, et son taux d'abandon de panier a été divisé par 2 en l'espace d'une semaine. Donc on a regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a été changé? Est-ce qu'elle a lancé une campagne promotionnelle, je sais pas, une collaboration avec des partenaires, des influenceurs? Et au final, la seule différence qu'il y a eu, c'est vraiment cet ajout d'une méthode de livraison. Et on s'est rendu compte qu'il faut vraiment faire attention aux détails. Son taux de conversion a augmenté en l'espace d'un mois. Elle a réussi en fait à solidifier une base client qui, je pense, était bloquée par une livraison coûteuse. Et on se rend compte que même en offrant une livraison un petit peu moins rapide, peut-être pas la meilleure, et il faut qu'on se déplace, faut qu'on sorte de chez nous, mais moins cher, donc vraiment pas lié au coût de la livraison, ces ventes ont explosé. Et je pense que c'est un super exemple en fait pour vraiment se remettre dans les baskets du e-commerçant, et on le fait tous pendant 2 ans. Je pense qu'on a tous passé des commandes en ligne. Et c'est vraiment se dire, OK, est-ce que j'achèterai sur ce site ou non? Et c'est très, très simple. C'est vraiment la base. Et ouais, ça a eu un impact très positif. Donc, faire attention aux détails qui peuvent paraître peu importants pour le e-commerçant, mais prioritaires pour l'acheteur. Voilà ma petite astuce. Yes, et puis pour rebondir, là-dessus également et revenir à la question qui évoquait, l'indicateur de taux de conversion. Voilà, ça c'est l'indicateur final. Ce qu'on retrouve, aussi dans le message de Céline, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur cet indicateur-là, mais bien le découper pour, identifier en fait ce qui se passe au niveau d'étapes, plus intermédiaires tout simplement, et se dire: «Est-ce que les gens qui arrivent sur mon site, ils accèdent bien à mes pages produits? Est-ce qu'ils me mettent au panier? Est-ce qu'ils arrivent à dépasser l'étape de la livraison, du paiement?» Et voilà, faire ce travail de tracking et de suivi de tous ces KPI intermédiaires, va permettre d'éventuellement, identifier, des blocages, identifier là où on perd tout le monde concrètement, et donner des pistes très, très concrètes, de travail pour pouvoir, booster ce taux, de conversion, final. Je pense que l'exemple de la livraison que donnait, Céline est super pertinent. Dans mon expérience, j'ai vu d'autres choses aussi, d'autres cas de figure. Par exemple, des clients, qui avaient mis un peu de temps, par exemple, à s'apercevoir qu'une méthode de paiement sur le site était buggée. Voilà, donc si on regarde le taux de conversion final, on se dit: «Bon, quelque chose ne va pas», et en remontant les étapes, on comprend que c'est vraiment sur une page qu'il y a un souci, et par ce travail justement un peu d'investigation à différents niveaux, on parvient à mettre le doigt sur, voilà, des petits éléments d'optimisation, des petits bugs, et des petites choses à corriger qui permettent, brique par brique, de faire augmenter ce taux de conversion-là. Et ça peut aussi passer par l'ouverture à l'international, par exemple, ne pas rester uniquement sur une clientèle française, mais peut-être traduire son site en anglais et pouvoir accéder à plein d'autres pays européens qui vont vraiment booster les ventes, puisqu'au final, j'avais une cliente qui vendait des peluches, et au final, elle a ouvert son site au Japon. Exemple très, très simple. Et ses ventes ont boomé, puisqu'au final, il y a un grand intérêt pour les peluches là-bas. Et c'est aussi vraiment connaître ce qu'on vend, son produit, et qui pourrait être intéressé par ça. Et alors évidemment, d'accord avec ce qui a été dit, notamment l'international, trop sous-estimé par beaucoup de marchands français, en se disant que c'est casse-tête. Or, en réalité, c'est vraiment un step tout à fait intéressant à prendre. Et des fois, en fait, vous allez être surpris, hein, des fois, l'international, c'est aussi juste vendre aux Français qui vivent à l'étranger, qui sont très, très demandeurs d'accéder à des produits français, et qui ne les trouvent pas dans leur pays, hein. À titre perso, j'ai vécu 10 ans en Irlande. Je commandais énormément de choses en ligne en provenance de France en étant en Irlande, et souvent c'était tout bête, mais on est au sein de l'Union européenne, c'est la même monnaie, c'est quand même assez simple d'un point de vue logistique, mine de rien, de distribuer, et on est choqué par le nombre de sites qui ne le font pas, alors que là, il n'y a même pas besoin de traduire le site, hein. Il y a 5 millions de Français à l'étranger, et qui souvent ont en plus un pouvoir d'achat supérieur à celui des Français de métropole, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Une des choses également, je vais revenir sur ce taux de conversion, et on revient encore à la thématique de la data qui
qui décidément aujourd'hui nous occupe beaucoup. Je pense qu'il est très important aussi, et c'était beaucoup Céline là, qui avait évoqué ça au départ, comment est-ce qu'on vient fidéliser puisqu'évidemment, quand on parle aussi de ces différents canaux de fidélisation, il est évident qu'un client marketplace, en réalité, ça va être un investissement un peu plus court terme, parce qu'il va être beaucoup plus compliqué, en fonction d'ailleurs de la marketplace, de le sécuriser dans le long terme. Alors typiquement, sur les étapes de livraison, il y a plein de choses ultra intelligentes à faire, de venir insérer un peu de documentation dans les colis et ainsi de suite, un peu à la marge de ce qui est autorisé parfois, mais de manière à ce que le client sache quand même qu'il peut également avoir un accès en direct à votre marque, si vous le proposez. Sur cette logique de fidélisation, il est important pour moi également de différencier le trafic finalement d'acquisition. Qu'est-ce qui concerne les clients qui pour la première fois vont commander chez vous et donc suivre ce taux, mais aussi, et de manière encore plus importante, le taux de fidélisation, et donc les clients qui reviennent chez vous, à quel point ils convertissent également. Pour revenir à la thématique qu'évoquait Céline, d'effectuer des changements sur le site, on va se rendre compte qu'il faut vraiment s'assurer pour vos clients les plus fidèles, donc ceux a fortiori qui vont représenter la meilleure rentabilité également pour vos opérations dans le temps. Normalement, si les choses se passent bien, puisque le CAC, là, il n'y a plus trop d'enjeux de CAC sur ces clients répétitifs. Il est très important de s'assurer également que finalement, on va garder quand même une certaine efficience, ou alors on ne va pas non plus trop changer les choses pour ces clients-là, quitte des fois à avoir un parcours un peu spécifique, avec des logiques d'espace client et ainsi de suite, de leur manière à leur faciliter davantage le réachat, la continuité de la relation avec votre marque. Et donc il est très important sur ces logiques également d'A/B testing potentiellement d'aller jusqu'à différencier les parcours entre du client nouveau, où on va vraiment être sur une logique de convaincre, de leur faire passer le pas, versus, et à l'opposé, de clients répétitifs qui, eux, cherchent plutôt de la confiance, qui cherchent une expérience qu'ils connaissent, et du coup, ne pas trop venir impacter cela. Et des fois, je vois des sites en fait être tellement focalisés sur cette partie acquisition qu'il est même presque dommageable sur la partie répétitivité. Donc, quelque chose également à garder en tête sur cette thématique de conversion. En tout cas, je vous remercie, expert, de vraiment répondre aux préoccupations de nos participants aujourd'hui, puisqu'on avait Yonka, par exemple, qui nous a rejoint récemment et qui s'est présenté pour nous dire qu'elle, il ou elle, veuillez m'excuser, souhaitait vraiment connaître des points clés pour augmenter la conversion sur son site web à l'international, ce que vous avez fait. Donc, merci à vous. Et je vous invite, bien sûr, à continuer à vous présenter, à interagir dans la chatbox, mais également à nous envoyer des questions auxquelles nous répondrons dans quelques instants, quand nous aurons fini de répondre à toutes les questions que nous nous posons actuellement sur cette première étape du parcours client. Alors, on a parlé du taux de conversion, et puis on va parler également, bien sûr, toujours et encore, du coût d'acquisition d'un nouveau client, puisqu'il est entre 5 et 25 fois plus cher que la fidélisation du client existant. Alors, comment est-ce qu'on répartit son investissement entre la fidélisation et l'acquisition? Alors, sur cette question-là, on va, enfin, ce qui vient tout de suite en tête, c'est quand répartir son investissement en pub, du coup, en argent dépensé sur les plateformes, comment on répartit l'enveloppe. Et pour répondre, du coup, de manière très, très factuelle, même si très, très chiffrée, même si je ne m'arrêterai pas là, en gros, les annonceurs classiques, on va dire, dépensent entre 15 et 25% de leur mix média, de leur budget média sur cette partie fidélisation. Donc c'est quand même beaucoup moins important que la partie acquisition pure. Après, c'est une enveloppe qu'il faut pas négliger, et puis surtout, il faut bien avoir en tête dans une stratégie d'acquisition, notamment d'acquisition payante, encore une fois sur les différentes régies publicitaires, il y a un certain nombre d'outils en fait qui sont dédiés, qui sont créés par les plateformes pour s'adresser à tous ces clients-là, pour les faire revenir, pour déclencher des logiques d'upsell, de cross-sell, etc. Facebook par exemple permet ça via des campagnes
qu'on appelle de DPA, Dynamic Product Ad, de se dire, bon, bah, parmi un pool de produits, je parviens, enfin, j'identifie les clients qu'on a acheté un pour générer du cross-sell dans tel autre pool de produits. Donc voilà, il y a des outils aussi très très concrets que les plateformes mettent à disposition et dont il faut s'emparer pour justement aller conquérir ces clients qui coûtent un peu moins cher et qui sont pour autant très très, qui ont une grande valeur en fait pour l'entreprise derrière. Et après, pour ouvrir peut-être un peu plus cette question, l'idée c'est de se demander comment répartir son investissement entre la fidélisation et l'acquisition. Voilà, investissement pour moi, c'est pas juste l'argent. Il y a aussi un investissement en temps, en réflexion qu'on peut mettre. Et là, c'est un peu ce que disait Pierre aussi tout à l'heure. Parfois, on se focalise tellement sur la partie acquisition, même d'un point de vue, encore une fois, réflexion et mise en place de tests, etc., qu'on délaisse un peu cette partie-là. Et donc, peut-être que finalement, ce ratio, voilà, de se dire on met 15% sur la fidélisation, il faut aussi l'appliquer au temps passé, aux tests menés, pour développer toute cette partie fidélisation-là qui est, encore une fois, très, très profitable au long terme. Pierre et Céline, vous voulez rebondir sur les propos de Laurie sur cette question? Vraiment, ouais, encore une fois, hein, totalement d'accord. Hein, c'est toute société qui acquiert ses clients, il y a un moment donné, c'est mathématique, hein, va davantage faire de chiffre d'affaires sur la partie renouvellement, ou en tout cas business répétitif avec des clients, que sur la partie acquisition. C'est normal, c'est encore une fois factuel, mathématique, tout le monde le comprendra. Et donc, trop souvent, hein, encore une fois, je constate ce défaut de tout mettre sur l'acquisition, quitte à du coup impacter ce business répétitif, ce qui est vraiment ultra dommageable, puisqu'en fait, l'entreprise, ça la prémunit de se développer, elle atteint un plafond de verre, puisqu'elle va tellement perdre de clients répétitifs qu'elle doit le compenser systématiquement par de l'acquisition. Et donc c'est exactement ce que disait Laurie, hein, il est nécessaire, quand la base client devient fidèle, que la base client est majoritairement, ou plutôt le chiffre d'affaires est majoritairement tourné sur la partie business répétitif plutôt que l'acquisition, il faut évidemment adapter les opérations de manière à ce que ça colle avec la réalité du terrain concrètement. Là aussi, hein, l'importance de la data, bien savoir identifier l'origine du client, est-ce que c'est la première fois ou pas, mettre en place d'ailleurs des choses qui vous permettent de leur faciliter la vie eux-mêmes pour s'assurer que vous les identifiez correctement. Tout ça, c'est des réflexions vraiment clés dans une logique de développer votre activité. Sinon, vous allez nécessairement atteindre un plafond de verre à un moment sur votre capacité de développement. Et il est clair que dans un contexte avec des coûts d'acquisition qui quand même ont tendance à aller à la hausse, il est d'autant plus important de s'assurer que l'on travaille sur cette base fidélisée. Céline, je vous laisse peut-être présenter quelques mots là-dessus, ou sinon on va passer à notre dernière question qui n'est pas des moindres dans le contexte actuel. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis la maman d'adolescents. Je les vois sur TikTok toute la journée et bien souvent, ils me demandent d'acheter ci et ça. Enfin, je n'y comprends plus rien, hein, pour être très honnête. Alors, on va parler maintenant du social commerce avec le live shopping, TikTok, je vous le disais. Alors, quelles sont les nouvelles tendances vraiment sur ce front et à qui s'adresse-t-elle? Aux ados uniquement? J'ai pas vraiment de point à faire sur ce sujet. Je pense que Laurie, t'en avais un. Ouais, pas de problème. C'est sûr que notamment TikTok revient beaucoup dans le débat en ce moment. C'est une question que beaucoup d'annonceurs nous posent. Est-ce que je dois me lancer sur TikTok? Est-ce que je vais trouver des gens pour acheter mes produits? Enfin, est-ce que l'audience n'est pas finalement peut-être trop jeune pour moi, etc. Et finalement, en fait, ce questionnement-là, à mon avis, il s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus large, qui est en fait la diversification des canaux d'acquisition et des mix médias. En fait, historiquement, en agence, ce qu'on observait beaucoup, c'était un mix média un peu dual, avec en gros Google d'un côté et Facebook de l'autre, d'un côté, enfin du point de vue des canaux d'acquisition. Et en fait, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles plateformes, donc il y a eu Snapchat il y a quelques années, Pinterest qui est toujours un peu resté au niveau challenger, mais qui est là, LinkedIn qui a développé aussi toute une dimension ads, et puis plus récemment TikTok, et puis on a encore d'autres qui arrivent. Il y a Huawei par exemple notamment qui est en train de se mettre sur ce créneau-là aussi des ads finalement.
Voilà, il y a de plus en plus finalement de solutions qui s'offrent aux différents annonceurs et de manière hyper concrète, parce que la manière dont ça se traduit dans leur mix média, c'est encore une fois une diversification. D'un point de vue business, je pense que c'est assez sain de s'inscrire dans cette dynamique-là, parce que le côté forte dépendance à l'un ou l'autre des leviers est toujours un petit peu problématique. Voilà, si le business repose trop sur Facebook et que du jour au lendemain, il y a un souci pour une raison ou pour une autre, forcément, on se retrouve beaucoup plus impacté que si on a un mix qui est plus équilibré et qui repose sur différents canaux d'acquisition. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe beaucoup auprès des annonceurs de l'agence du côté de Spark. Et puis pour revenir sur TikTok, Snapchat et d'autres leviers social comme ça qui montent en ce moment, de fait, leur audience est très jeune, est plus jeune en tout cas que ce qu'on peut voir par exemple sur Facebook. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête quand on se lance là-dessus. Après, faut pas oublier que ça peut être un investissement aussi que d'investir sur des audiences jeunes par finalement exactement ce que tu décrivais, Charlotte, le pouvoir de recommandation plus ou moins appuyé que peuvent avoir les audiences jeunes. Il y a aussi un côté peut-être en fait, le fait de miser finalement sur des audiences futures, des acheteurs futurs, en leur parlant assez tôt pardon, de notre marque. Donc je pense que il ne faut pas forcément avoir peur de ce côté audience trop jeune. Ça recèle, il y a quand même beaucoup d'opportunités derrière qu'il faut saisir à mon avis. Et après, Pouvoir de recommandation, voire pouvoir de nuisance qu'ont les adolescents sur leurs parents. De nuisance, on est d'accord. non, tout à fait. Je pense que ça peut vraiment prendre à partir du moment où tu commences une collaboration avec un ou une influenceuse et que même ça sert à rien en fait d'aller vers les gros. Autant prendre un influenceur qui a une petite base, mais une base de fans fidèles. Et au final, on voit vraiment des boosts assez éphémères, mais qui tiennent et qui vont. Et je pense que pour les petits e-commerçants, ça les aide aussi à pouvoir investir ensuite par la suite dans peut-être d'autres types de canaux d'acquisition. Mais Instagram peut avoir une puissance assez importante. Et ça s'est vu énormément pendant la pandémie aussi. Et super intéressant. Je pense que le mot un peu je sais pas, va peut-être résumer un peu l'intervention, mais c'est le mot de diversification. On a parlé de diversification des canaux pour aller chercher vos audiences. On a parlé de diversification des sources de financement pour ce qui me concerne. On a parlé, et là on est en train de parler de diversification également des sources d'acquisition. Et je ne peux à nouveau que m'inscrire dans la droite ligne de ce que Laurie et Céline disaient. Il est très important d'aller essayer ces plateformes. Alors évidemment, l'erreur numéro 1 que l'on voit de notre côté, c'est prendre exactement le même copywriting, le même format, le même contenu et le pousser sur les différentes plateformes. Ça, il est évident que avoir cette stratégie est très très mauvaise et les résultats que vous allez obtenir vont être très pauvres et vous allez très vite arrêter les frais. C'est pas juste une question de mettre un budget sur cette plateforme. Il faut vraiment, et parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis e-commerçants, parlez-en à vos amis entrepreneurs. Il est très important d'avoir une approche dédiée. Effectivement, comme le disait Laurie et Charlotte, c'est certain que si vous visez un public sur Snapchat, c'est probablement peut-être pas eux qui vont être les porteurs de la carte de crédit. Par contre, donc c'est pas la peine de leur mettre un lien directement sur le site pour convertir. Par contre, leur parler d'expérience, leur parler de vécu, de choses comme ça, qui vont qu'ils vont avoir un pouvoir de conviction auprès de la personne qui possède la carte de crédit, cela fonctionne très très bien. En plus de cela, il ne faut pas nécessairement chercher une conversion directe effectivement sur ces réseaux, mais peut-être également la logique de communauté. Qui là est très très forte sur ces canaux-là et donc qui va contribuer derrière à venir renforcer, puisque l'effet de mode, une fois qu'on a réussi à créer une communauté, vous pouvez être sûr que dès lors qu'il y en a un dans la bande qui possède l'artefact, l'ensemble du reste de la troupe va suivre. Donc il faut vraiment réfléchir à quel est l'objectif que vous visez à travers ce canal-là, quelles sont ses spécificités,
puisque l'audience est également spécifique, et quelle est la communauté dans laquelle vous allez réussir à vous inscrire, là aussi permettant une fidélisation du coup très très forte par rapport à d'autres médias qui sont beaucoup plus focalisés sur une acquisition directe. Je pense à clairement Google Shopping, hein, par exemple, et qui est moins sur une thématique de fidélisation, puisque je ne sais pas quel est votre usage, hein, mais réfléchissez également à votre usage à vous en tant que consommateur. Google Shopping, vous y allez quand même beaucoup pour faire de la comparaison prix avant toute chose. Donc vous savez ce que vous allez acheter, et finalement vous allez prendre celui qui est le mieux disant. Vous n'allez pas nécessairement rechercher une expérience. C'est absolument pas ce que les utilisateurs de Snapchat et TikTok recherchent en allant sur ces plateformes. Merci Pierre. En tout cas, merci à vous pour cette discussion fascinante. On reste ensemble pour répondre à quelques questions de nos participants. Il reste 10-15 minutes environ. Une question de Léa qui nous demande quel outil vous utilisez pour suivre et analyser le tunnel pour éviter bien sûr l'abandon de panier, formulaire de contact, etc. Comment faites-vous concrètement? Alors là-dessus, Léa, bonjour. Plusieurs possibilités et plusieurs niveaux d'analyse peut-être sont possibles. Je pense que l'outil un petit peu historique auquel on peut penser, c'est pour la partie web en tout cas, Google Analytics, qui permet justement d'avoir cette analyse du trafic, donc comment les gens arrivent sur le site, etc. Et puis du comportement ensuite derrière à l'intérieur du site internet pour comprendre où vont les gens, comment ils interagissent avec le site, quelle page ils visitent, etc. La limite peut-être qu'on peut connaître au niveau de cet outil-là en ce moment, c'est toute la partie qui est liée à la RGPD et à l'affaiblissement des cookies, ou alors disparition annoncée en tout cas, qui va c'est sûr peut-être un peu affaiblir cet outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment Google est vent debout pour faire face à ces éléments-là, et développe un certain nombre de fonctionnalités pour parvenir à faire rester, si tu veux, Analytics sur le devant de la scène, avec des mécaniques par exemple d'intelligence artificielle qui vont venir compenser, modéliser toute la partie qu'on perd via les cookies qui n'existent plus. Voilà, l'outil Analytics, je pense, reste quand même assez incontournable sur cette partie mesure, même dans ce contexte d'affaiblissement des cookies dont on parlait juste avant. Sur la partie mesure de la performance, j'ajoute aussi deux petits éléments. Il faut savoir aussi que si on utilise un CMS comme par exemple Shopify, il y a beaucoup de reports sur la plateforme elle-même, sur Shopify, qui permettent de suivre de manière très claire et très simple le parcours des utilisateurs et ce fameux tunnel de conversion. Donc, on revient peut-être à une idée qu'on évoquait très tôt dans la conférence, qui est la première étape pour se lancer sur la vente en ligne, c'est d'avoir un site qui est costaud. Faut pas hésiter peut-être dans ce cas-là aussi à faire appel à des solutions qui viennent avec cette dimension analytique, et c'est le cas de Shopify par exemple, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Dernier élément que je voulais ajouter sur cette partie measurement, pour vous répondre sur les outils qu'on utilise. Il y a aussi une question qui se pose sur toute la partie application. Donc là, on a beaucoup parlé du web. Il y a aussi un certain nombre d'annonceurs qui développent toute la partie acquisition en ligne via des applications. Et là, il y a des problématiques de suivi qui sont spécifiques, parce qu'on ne peut pas mettre Google Analytics sur son application. Et là, du coup, il va falloir faire appel à des partenaires spécialisés. Et pour vous donner des noms d'outils ou des pistes à explorer, je pense que Adjust et AdSphere sont les plus grosses plateformes là-dessus, qui peuvent vous aider justement à suivre et mesurer les différents taux de conversion tout au long du funnel sur cette partie application. Céline et Pierre, vous voulez enchaîner sur... Donc évidemment, tout ce que disait Laurie, hein, donc mettre les pixels le plus tôt possible, que ce soit Google, Facebook, TikTok, Snap, même si vous ne les utilisez pas initialement, ça permettra de commencer à avoir du tracking qui est fait. Et demain, quand vous allez investir sur ces plateformes,
qu'il y ait une bonne visibilité déjà de votre site chez eux, un référencement. Donc ça, c'est évidemment très important. Et au-delà des outils, donc il y a plein d'outils, il y a pléthore d'outils. Hein. Vraiment, vous faites des recherches sur Google, vous aurez systématiquement 15 outils qui se battent pour vous commercialiser leur solution. Il y a plein de très bons CMS. Hein. On a cité Shopify. Il y a également PrestaShop, il y a également Magento, il y a également WooCommerce et ainsi de suite. Donc tous ces outils intègrent en soi, ils agissent comme des plateformes et donc ils vont agréger un certain nombre de solutions, dont de l'analyse des données pour vous et quelque part de la visibilité sur ce qui se produit au sein de votre tunnel de conversion, comme le disait très justement Laurie. Au-delà de ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à tout simplement se faire aider et se faire accompagner. Et j'insiste sur l'importance, et nous on le voit, puisqu'on vient vraiment financer sur de la donnée, donc on vient exploiter la donnée que vous êtes capable de générer pour prendre une décision ou pas d'investir, puisque c'est le chiffre d'affaires futur que vous allez réaliser qui va nous permettre de nous rembourser. Donc il est important qu'on ait une forte confiance sur votre capacité à générer du chiffre d'affaires dans le futur. Et on va être très clair, on voit nettement la différence d'un e-commerçant à l'autre entre une société qui se fait accompagner par des professionnels, comme on a ici l'exemple avec Laurie, avec Céline, et qui du coup a une performance qui est claire, qui est régulière, versus des sociétés qui sont peut-être beaucoup moins matures, qui ont fait le choix de tout internaliser, qui du coup, clairement, font pas mal d'erreurs de débutants, parce qu'il faut l'avoir fait une première fois avant de réussir. Et du coup, en tous les cas, la performance est beaucoup moins prédictible. Et ça, c'est une différence qui est évidemment clé pour nous, typiquement, pour nous positionner, mais également, quelque part, qui est génératrice de stress énormément. Je pense qu'on n'insiste pas assez sur le fait que vous êtes des entrepreneurs, que c'est pas compliqué, que c'est très compliqué au jour le jour. Et quelque part, vous faire accompagner par des professionnels, c'est aussi une certaine assurance que les choses vont quand même finalement tourner. Vous pouvez presque vous reposer sur un certain matelas presque garanti, j'ai envie de dire. Donc oui, évidemment, ça représente un coût, mais quelque part, faites-le au minimum au démarrage pour apprendre, pour éviter de faire les erreurs de débutants qui peuvent être vraiment dramatiques dans certaines situations. Et donc j'insiste également sur le fait de vous faire accompagner. Il y a évidemment plein de prestataires excellents, dont encore une fois ici représentés par Laurie et Céline. Et il ne faut pas du tout hésiter à le faire, et le plus tôt possible, le mieux, selon moi. D'accord. Donc en fait, on a plusieurs questions. On va manquer de temps pour y répondre à ces questions. Donc ce que j'invite nos participants à faire, d'aller contacter directement nos experts, bien sûr, pour leur poser les questions que vous souhaitez. Mais quelques-unes comme se quitter. Une pour Céline peut-être, en termes de livraison. Une question de Hugo. Alors, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux faire payer la livraison lors de la commande, ou est-ce qu'il est mieux d'offrir la livraison? Ça dépend. Ça dépend de la stratégie commerciale du e-commerçant. Ce qu'on voit qui marche beaucoup, c'est de mettre un seuil minimum d'achat pour déclencher en fait un coût de livraison gratuit. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est ça dépend des frais de retour. Soit faire les frais de livraison gratuits et les frais de retour payants, ou l'inverse. Comme ça va aussi permettre aux clients de tester ou d'être plus à l'aise si jamais ils souhaitent revenir acheter. Mais ça dépend. Voir le panier moyen d'achat, rajouter quelques euros pour déclencher le coût de livraison gratuit, et généralement votre panier moyen va aussi augmenter en passant. Donc, voilà. Merci beaucoup, Céline. Allez, une petite dernière avant de quitter quand même. Je reprends donc mon onglet. Alors, une question que j'ai vue un petit peu plus tôt de Valentine. Est-ce que Google Shopping est un levier essentiel? Là, je me sens visée. Alors, difficile de répondre j'ai envie de dire oui, ça penche quand même du côté du oui. Du coup, Google Shopping, je pense que tout le monde visualise ce que c'est. C'est une fonctionnalité de Google qui permet donc de mettre en avant directement des fiches produits en fait sur la page de résultats quand l'utilisateur recherche, plutôt émet une requête qui se rapproche du produit en question.
Google Shopping est quand même, à mon sens, un levier relativement incontournable pour tous les e-commerçants parce que, et là encore, c'est un thème qu'on a évoqué tout au début de la conférence, c'est un moyen de s'adresser à des audiences très intentionnistes, des audiences chaudes, comme on dit, qui vont de manière active chercher le produit et du coup, heu, se priver en fait de ces impressions-là, enfin de toutes ces opportunités de présenter le produit à des clients qui cherchent activement ce qu'on pourrait leur vendre, c'est vraiment pour moi se couper d'une source de trafic et d'une visibilité qui serait très très qualifiée. Donc en ce sens, puisque c'est intentionniste majoritairement, je pense que Google Shopping est assez incontournable pour les commerçants. Ouais. La petite difficulté qui peut rendre le truc un petit peu embêtant, c'est toute la partie setup qui peut, je le sais, bloquer certains annonceurs, notamment jeunes. Et là encore, comme le disait Pierre, il y a plein d'experts qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Typiquement, chez Spark, on a l'habitude vraiment d'aider les annonceurs dans le fait de se lancer sur ces canaux-là qui sont très très proches de la conversion et qui peuvent avoir un vrai uplift sur la génération de revenus. Merci Laure, on va en rester là. On touche à la fin de cette table ronde fascinante. Merci infiniment Pierre, Céline, Laurie pour tous vos tuyaux, vos conseils, le fait d'avoir partagé vos expériences. C'était vraiment très riche comme discussion. Alors, on me pose des questions sur en fait la plateforme, la façon dont on peut avoir accès à cette table ronde pour cela rejouer. Alors, ne vous en faites pas, nos organisateurs nous enverront un email avec le replay dans les jours qui viennent. Ça, vous pourrez le revoir à votre convenance. En tout cas, merci infiniment aux experts et nos participants. Restez avec nous. Le sommet digital se poursuit avec une prochaine table ronde sur le fait de personnaliser l'expérience client pour retenir ses visiteurs. Dans quelques minutes seulement, restez avec nous et à très bientôt, experts et participants.